Bonjour à tous, je suis très honorée et ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un thème qui est passionnant et qui est en pleine expansion, qui sont les applications de l'intelligence artificielle pour la prise en charge des maladies vasculaires. L'intelligence artificielle a apporté de nombreuses applications qui font maintenant partie de notre vie quotidienne. On retrouve des applications notamment dans les systèmes de transport, dans les médias, la télécommunication ou en informatique. Il existe un intérêt grandissant des applications de l'intelligence artificielle en santé et les premiers travaux s'intéressant à l'IA en médecine datent déjà des années 1970. Et le développement plus récent de nouvelles techniques, telles que le machine learning, ont ravivé l'espoir de développer de nouveaux outils dérivés de l'intelligence artificielle utiles pour la pratique clinique. L'intelligence artificielle est une discipline très vaste et plusieurs définitions ont été proposées. On peut la résumer de la façon suivante. Il s'agit de développer des systèmes ou des outils capables de reproduire certaines capacités de l'intelligence humaine. Il peut s'agir par exemple de la capacité d'apprentissage, de raisonnement, d'interaction, d'adaptation, d'interaction ou encore de perception sensorielle. Schématiquement, on peut distinguer trois grands champs au sein de l'intelligence artificielle. Le domaine de la vision va s'intéresser aux applications pour l'analyse d'images ou de vidéos, qui sont en fait une succession d'images. La robotique s'intéresse à développer des outils, des robots ou des dispositifs capables de mimer ou d'assister l'homme dans certaines tâches. Et enfin, le domaine du Natural Language Processing, ou analyse automatique du langage naturel, développe des applications permettant d'analyser le langage écrit ou oral. Pour donner un exemple, la reconnaissance vocale que nous avons sur nos téléphones, ce sont des techniques dérivées du Natural Language Processing. Et donc, pour développer ces applications, on va utiliser différentes techniques, dont le machine learning ou apprentissage automatique. Le machine learning correspond à la faculté qu'on va donner à une machine ou à un programme d'apprendre à partir d'un jeu de données et d'évoluer pour améliorer au fur et à mesure ses performances, au fur et à mesure qu'on l'incrémente avec de nouvelles données. Parmi les techniques de machine learning, on va parler de deep learning, lorsque le système va être alimenté par un volume important de données. On parle alors de big data. Et donc, parmi ces techniques de deep learning, parmi les techniques les plus utilisées, on va retrouver les réseaux de neurones. Donc, l'intelligence artificielle peut apporter évidemment des applications pour la pratique clinique et également en recherche médicale. Et schématiquement, on peut distinguer, là encore, deux branches. La branche virtuelle, où on va plutôt développer des programmes, des applications ou des logiciels informatiques utiles. Et la branche physique, qui va plus s'intéresser au développement de robots ou de dispositifs médicaux. Il existe un intérêt grandissant des applications de l'intelligence artificielle en médecine, comme en témoigne, comme on le voit sur ces graphiques, une augmentation exponentielle du nombre d'articles, en particulier au cours des 10 dernières années. Et donc, au niveau des publications scientifiques, parmi les pays les plus productifs dans le domaine, on retrouve les pays occidentaux, avec les États-Unis, on retrouve également la Chine et les pays européens. En parallèle de cette activité active de publication dans le domaine scientifique, il existe une augmentation des essais cliniques et des start-up s'intéressant à l'IA en santé, ce qui témoigne bien d'un extrême dynamisme dans le domaine. Alors pour comprendre quelles vont être les applications possibles de l'intelligence artificielle en santé, il faut garder à l'esprit que les applications sont développées à partir des données médicales. Et ces données médicales peuvent être très diverses. On peut utiliser les données cliniques des patients qui sont stockées dans les dossiers médicaux, enregistrées soit sous format électronique ou également sous forme écrite manuelle. On peut également s'intéresser aux données physiologiques. Pour donner des exemples, on peut recueillir par exemple les constantes vitales des patients, comme la fréquence cardiaque, la température, la tension artérielle. Aussi, on va avoir accès à de nombreuses données biologiques, puisque quand on prend en charge un patient, très souvent, on est amené à réaliser une prise de sang, et donc des examens de biologie qui en découlent, pour le diagnostic ou le pronostic ou guider le traitement.
Enfin, un patient peut très bien aussi avoir des examens d'imagerie, par exemple une radiographie, une échographie, un scanner ou une IRM. Et enfin, on peut s'intéresser également aux données environnementales si on veut étudier l'impact de l'environnement sur la santé. Pour donner des exemples, on peut s'intéresser à l'alimentation, la composition de l'eau ou encore de l'air. Donc les champs d'application dans le domaine de la santé vont être très vastes. L'intelligence artificielle peut apporter des nouveaux outils, notamment pour optimiser le système d'information en santé, en permettant d'optimiser la gestion et l'analyse des dossiers médicaux, grâce notamment à l'analyse automatique du langage. Dans le domaine de la santé publique, elle offre également de nouveaux outils et des applications, notamment pour mettre en place des actions de prévention ou d'éducation auprès des patients ou la population. On peut citer par exemple les objets connectés qui peuvent délivrer des messages et des informations utiles aux patients. Et enfin, en apportant de nouveaux outils, elle peut permettre d'identifier des populations à risque pour mieux orienter les stratégies de dépistage. Dans le domaine de l'enseignement et de la formation des professionnels de santé, là aussi, il y a de nombreuses applications avec notamment le développement de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée qui ont permis de mettre en place des simulateurs qui permettent donc aux opérateurs de s'entraîner dans des conditions simulant la réalité. Dans le domaine de la pratique clinique, les champs d'application sont larges puisqu'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour optimiser le diagnostic en apportant des nouvelles techniques qui permettent de mieux analyser les résultats de biologie, mais également l'imagerie des patients. Elle peut être utilisée aussi pour mieux évaluer le pronostic, c'est-à-dire le devenir des patients, en développant des modèles de prédiction. Et enfin, au niveau thérapeutique, donc il y a certaines branches qui s'intéressent vraiment au développement de robots ou de dispositifs médicaux, mais également tous les outils permettent en fait de mieux guider la décision thérapeutique en permettant une prise en charge personnalisée, adaptée à chaque patient. Et enfin, dans le domaine de la recherche médicale, de nombreux outils également sont apportés par l'intelligence artificielle, en permettant notamment de faciliter l'analyse de la littérature scientifique, ou en permettant aussi d'optimiser la conception d'essais cliniques. Elle offre aussi de nouveaux outils pour permettre d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques. Et donc tout cela contribue à mieux comprendre les mécanismes à l'origine des maladies, dans le but de mieux les prévenir et de mieux les traiter. Et donc, qu'en est-il plus précisément dans le domaine des maladies vasculaires? Je vais donner la parole au docteur Larère, qui est chirurgien vasculaire au centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins. Merci. Alors, quand on parle de maladies vasculaires, aujourd'hui, on va s'intéresser donc aux vaisseaux. On ne va pas parler du cœur et de ses vaisseaux propres, qui sont plus l'apanage des cardiologues ou des chirurgiens cardiaques. Donc, quand on parle de maladies vasculaires, il existe différentes pathologies, donc, parmi lesquelles on va retrouver les anévrismes. Donc, un anévrisme, qu'est-ce que c'est? Un anévrisme, c'est une dilatation de la paroi d'un vaisseau. Et lorsque la dilatation est trop importante sur ce vaisseau, eh bien, qu'est-ce qu'il se passe? Il se rompt. Et donc, les anévrismes, lorsqu'ils sont rompus, sont greffés de taux de mortalité qui sont très élevés. Donc ça, ce sont les anévrismes. On retrouve ensuite tout ce qui est le rétrécissement des artères ou des sténoses. Donc en fait, la paroi des artères va progressivement se réduire. Donc c'est essentiellement lié à l'athérosclérose, qui est une pathologie qui est fréquente et qui est grave et qui est liée à plusieurs facteurs de risque cardiovasculaires, comme la tension artérielle, le diabète ou encore le cholestérol. Et lorsque l'artère est complètement bouchée, donc on parle d'occlusion artérielle. Et donc ces artères, elles peuvent être touchées au niveau des membres inférieurs. C'est ce qu'on va appeler l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Ou alors, elles peuvent être également bouchées au niveau du cou. Ce sont les artères carotides. Et lorsque ces artères sont bouchées, eh bien, elles sont responsables d'accidents neurologiques. C'est ce qu'on appelle les AVC. Alors, qu'en est-il en ce qui concerne l'intelligence artificielle dans les pathologies vasculaires non cardiaques? Qu'est-ce qui a été fait? Eh bien, nous avons mené une étude bibliographique sur une durée de 25 ans et nous nous sommes intéressés aux trois principales pathologies que sont l'anévrisme de l'aorte, la sténose carotidienne
et l'artérite des membres inférieurs. Et après un screening de plus de 8000 publications scientifiques, eh bien, nous avons inclus plus de 170 études. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté sur ces 25 dernières années? Eh bien, qu'il y avait effectivement une augmentation exponentielle du nombre d'articles scientifiques qui s'intéressaient à l'intelligence artificielle dans les maladies vasculaires, et que les publications scientifiques se faisaient essentiellement dans des journaux d'informatique, de bioingénierie ou encore de mathématiques. Et dans 20% des cas, il existait une collaboration internationale. Donc il y avait au moins 2 pays différents qui collaboraient sur le même article scientifique. Là encore, on a regardé quel était le top 3 des pays qui publiaient le plus, et on retrouve les États-Unis en première position, suivi de la Chine et des pays européens, essentiellement le Royaume-Uni, mais également la France, l'Italie ou encore l'Espagne. Sur les 3 pathologies que j'ai citées, celle qui était le plus étudiée en intelligence artificielle, eh bien, c'était l'anévrisme de l'aorte abdominale, et la technique qu'on utilisait le plus, c'était le machine learning. Parmi les datas qui étaient utilisées qui utilisaient donc l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'était essentiellement des données d'imagerie. Pour ce qui concernait les applications, c'était surtout pour des aides à la décision. Alors, un anévrisme, qu'est-ce que c'est? Donc, comme je le disais, c'est une perte du parallélisme des parois d'un vaisseau. Et lorsque le vaisseau gonfle, au bout d'un moment, il peut éclater. Et là, on a plus de 80% de mortalité, surtout quand il s'agit du plus gros vaisseau du corps humain, qui est l'aorte. Donc c'est une pathologie, l'anévrisme de l'aorte, qui est fréquente. C'est un problème de santé publique. Ça touche plus de 4% des hommes de plus de 50 ans. Et il existe actuellement un dépistage qui est fait à l'aide d'échographie pour les hommes de plus de 65 ans, ou chez les personnes à partir de 50 ans qui ont des antécédents familiaux d'anévrisme. Le diagnostic de l'anévrisme, c'est un diagnostic qui est uniquement basé sur l'imagerie. Quels sont les types d'imagerie que l'on peut faire? Comme je le disais, l'écho-Doppler, c'est l'examen de choix pour le dépistage. Mais l'examen de référence pour faire le diagnostic de cette maladie, ça reste le scanner. Et le scanner, lorsqu'il est injecté, on parle d'angioscanner. En cas de contre-indication à la réalisation d'un angioscanner, on peut réaliser une IRM. Alors, actuellement, le traitement d'un anévrisme, il est uniquement chirurgical. Il n'existe pas de traitement médicamenteux de l'anévrisme. Il existe 2 types de traitement chirurgical. La chirurgie conventionnelle, qui est la grande chirurgie classique où on va ouvrir le ventre et remplacer l'aorte anévrismale par une prothèse. Ou alors, deuxième technique, la chirurgie endovasculaire, où on va piquer l'artère fémorale au niveau du pli de l'aine et on va monter à travers cette dernière des endoprothèses. Une endoprothèse, qu'est-ce que c'est? Ça correspond en fait à un assortiment de stents que l'on va larguer au niveau de l'anévrisme afin de l'exclure. On opère un anévrisme lorsque le diamètre est de plus de 5 cm ou s'il existe une croissance rapide. L'objectif étant bien sûr d'éviter que ce dernier se rompt, puisque c'est greffé d'un taux de mortalité et de morbidité qui est extrêmement élevé. Alors, quelles sont les limites en pratique clinique? Donc, comme je le disais, le diagnostic de l'anévrisme, c'est un diagnostic qui est basé sur un examen d'imagerie que l'on fait soit de manière fortuite et on découvre l'anévrisme par hasard, ou alors lorsque le patient arrive en état de choc, l'anévrisme est rompu, et là j'ai envie de dire que c'est déjà presque trop tard. En fait, il n'y a aucun biomarqueur qui est sensible et qui est spécifique pour le diagnostic de cette pathologie. C'est-à-dire que sur une simple prise de sang, on ne peut pas savoir si on a un anévrisme ou pas, et si cet anévrisme va grossir rapidement ou encore se rompre. Donc ça, c'est important à avoir en tête, parce qu'il faut savoir qu'il y a des anévrismes
en dessous du seuil chirurgical, donc c'est-à-dire 5 cm de diamètre, des petits anévrismes qui risquent de se rompre et on ne les aura pas traités. D'autres anévrismes qui vont dépasser ces 5 cm, eux, ne vont pas se rompre du tout. Donc en fait, on a besoin d'identifier de nouveaux biomarqueurs, de perfectionner nos systèmes d'imagerie médicale pour mettre en place des modèles prédictifs afin d'apporter une médecine de précision, de mieux guider la décision thérapeutique. Et c'est tout à fait ce que mon équipe de recherche au sein de l'Institut 3IA à l'Université Côte d'Azur réalise. Donc si on peut revenir sur les diapositives. Notre équipe de recherche s'intéresse au développement d'applications d'intelligence artificielle pour améliorer la prise en charge des patients atteints de maladies vasculaires. On s'intéresse non seulement aux anévrismes de l'aorte, mais également aux autres artères, en particulier l'artérite des membres inférieurs. Et donc notre but, c'est de créer des systèmes supports pour permettre de proposer une prise en charge personnalisée, adaptée à chaque patient. C'est ce qu'on appelle la médecine de précision. Notre groupe est une équipe pluridisciplinaire composée à la fois de cliniciens, de chirurgiens et d'ingénieurs. Alors nous nous intéressons à deux volets. Tout d'abord la biologie et d'un autre côté l'imagerie des patients. Donc au niveau de la biologie, si on prend l'exemple de l'anévrisme de l'aorte, nous avons vu qu'en pratique clinique, à l'heure actuelle, il n'existe aucun biomarqueur. Et donc le but de notre équipe, c'est d'identifier de nouvelles molécules dans les prises de sang qui pourraient permettre de mieux prédire le risque d'évolution de la maladie, le risque de croissance de l'anévrisme ou encore son risque de rupture. Et donc pour cela, nous avons mis en place une étude clinique au CHU de Nice et en collaboration avec le Centre méditerranéen de médecine moléculaire qui nous a permis jusqu'à présent d'inclure plus de 230 patients. Il faut savoir qu'il s'agit d'une des plus grandes études en France et au niveau européen, pour lesquels nous avons pu réaliser une collection d'échantillons biologiques. C'est-à-dire que chez ces patients atteints d'anévrisme, nous avons pu recueillir des prises de sang pour extraire la partie liquidienne du sang, qui est le sérum et le plasma, et également les cellules sanguines circulantes mononucléées. En parallèle, nous avons pu également recueillir du tissu aortique au niveau de l'anévrisme des patients, lorsque cela était possible et qu'ils étaient opérés par chirurgie ouverte. Et enfin, grâce au Centre de coordination des prélèvements d'organes et l'Agence de biomédecine, nous avons obtenu les accords pour pouvoir obtenir des prélèvements à visée scientifique de tissus aortiques sains prélevés chez des patients donneurs d'organes en état de mort encéphalique. Et donc à partir de ces échantillons, notre but maintenant est d'identifier une signature, un profil au niveau moléculaire. Et donc pour cela, nous réalisons différentes analyses, notamment des séquençages d'ARN qui permettent d'étudier l'expression des gènes, également des analyses en spectrométrie de masse qui permettent une analyse des profils de protéines. Et donc notre but est de comparer les profils entre les patients qui ont eu un anévrisme stable et ceux qui ont eu un anévrisme qui ont une évolution défavorable afin d'identifier une signature au niveau moléculaire qui pourrait à l'avenir permettre de mieux prédire le risque d'évolution de l'anévrisme. En parallèle de la partie biologique, nous nous intéressons également à la partie imagerie. Donc je vais de nouveau laisser la parole au docteur Larère. Alors comme je le disais, l'imagerie joue un rôle qui est vraiment important puisque c'est ce dernier qui fait le diagnostic de l'anévrisme et c'est aussi grâce à l'imagerie qu'on va permettre de prendre la bonne décision. Est-ce qu'il faut faire une chirurgie ouverte ou est-ce qu'il faut faire une chirurgie endovasculaire et mettre en place une endoprothèse? Donc ces logiciels d'imagerie, donc c'est important, donc on en a en chirurgie vasculaire. Ils nous servent à faire des mesures, notamment la mesure du diamètre de l'anévrisme, parce que comme je le disais tout à l'heure, l'indication chirurgicale est basée sur la mesure de ce diamètre. Donc il faut que le chirurgien ou le radiologue fasse des mesures qui soient très précises et très reproductibles. Et en plus de ces mesures, eh bien, il faut que le chirurgien calcule les longueurs des vaisseaux afin de commander la bonne endoprothèse qui sera adaptée et faite sur mesure pour le patient. Donc,
Afin de nous aider dans cette tâche qui peut être fastidieuse, longue et peu reproductible, nous avons développé, grâce aux outils de l'intelligence artificielle, des algorithmes pour mettre en place un nouveau logiciel qui permet des analyses complètement automatisées de scanners de patients qui ont un anévrisme. Donc ça nous permet à la fois d'avoir des mesures très précises du diamètre de l'aorte, d'avoir toutes les longueurs que l'on veut, mais également les volumes du vaisseau. Et ça va également nous permettre de détecter les calcifications. Les calcifications, c'est important pour nous parce que ça peut gêner la procédure chirurgicale. Et enfin, on peut également avoir des reconstructions en 3 dimensions qui vont nous permettre de voir exactement comment va se comporter, en fonction de l'anatomie du patient, la prothèse lorsque l'on va la mettre en place. Alors l'objectif, c'est de coupler, comme le disait le docteur Raffort, toutes ces données biologiques, en utilisant tout ce qui est transcriptomique, métabolomique, avec les données d'imagerie, grâce au logiciel automatique qui utilise des algorithmes d'intelligence artificielle, afin de développer des scores prédictifs, de prédire le risque de croissance ou encore de rupture. Pour nous, c'est important de savoir, est-ce qu'un malade, est-ce qu'il va rompre ou pas? Et si on le traite, est-ce qu'il va avoir des complications post-opératoires? Donc on va utiliser des outils dérivés de l'intelligence artificielle comme le machine learning pour identifier des associations complexes à partir de ces données biologiques, d'imagerie, mais également cliniques. Donc ça va nous permettre d'identifier des profils de patients et de faire ce qu'on appelle donc une médecine de précision et une prise en charge personnalisée de chaque malade qui est atteint d'un anévrisme de l'aorte. Alors, de l'expérimentation à la pratique médicale, donc là on a vu, on développe, on recherche des nouveaux biomarqueurs en utilisant des techniques d'IA, on crée des nouveaux algorithmes, là encore avec des techniques d'IA, on met en place des scores prédictifs en utilisant du machine learning, mais qu'est-ce qu'il en est d'un point de vue pratique pour nous, cliniciens à l'hôpital? Eh bien, il faut savoir qu'il y a des consortiums européens qui se créent et dont nous faisons partie, qui vont permettre de mettre en place des plateformes qui vont permettre aux cliniciens de tester cela. Donc, je vais un petit peu m'expliquer. Donc, c'est-à-dire que j'ai un patient qui vient avec un anévrisme, je récupère ses données biologiques, je récupère son scanner, ses datas, je les mets sur une plateforme et là, je vais avoir des informations. Est-ce qu'il faut que je fasse une chirurgie ouverte? Est-ce qu'il faut que je fasse une chirurgie endovasculaire? Est-ce qu'il va se compliquer? Est-ce que ce malade, si je ne le traite pas, il va avoir une croissance rapide ou non? Et donc tout ça, c'est possible grâce à des centres d'excellence, que ce soit au niveau local, je pense à l'INRIA, à Eurecom et aux centres publics hospitaliers, mais également tous les centres de recherche, que ce soit au Royaume-Uni, l'Université de Cambridge ou encore Oxford avec lesquels nous travaillons, et bien entendu Centrale Supélec à Paris. Donc on avance, la pratique médicale c'est pour bientôt et ce sera bientôt testé sur des plateformes au niveau européen et nous serons ravis d'en faire partie. Merci beaucoup, merci Juliette, merci Fabien, on vous applaudit parce que c'est pas simple de proposer une approche de vulgarisation. Alors, on a quelques minutes pour accepter des questions. Bon, avant tout, un grand merci parce que vous êtes clair. On comprend bien ce que vous êtes en train de faire, quel est l'objectif, et vous l'expliquez vraiment d'une façon très simple aussi, pour qu'il n'est pas là-dedans dans la recherche que vous êtes en train de faire. Vous avez dit bientôt. Cette possibilité que la recherche va offrir, la possibilité d'avoir ce traitement personnalisé. Bientôt signifie que 2 ans, 5 ans, qu'est-ce qu'il faut attendre? Parce qu'arriver à faire quelque chose de préventif, mais particulièrement de personnalisé, ça me semble quelque chose de très important.
Alors effectivement, de passer du stade d'expérimentation à la pratique médicale, il y a encore des étapes à franchir et des challenges qui restent à gravir. Même si les applications pour l'instant qui sont développées restent prometteuses, il y a encore différentes étapes à franchir. Donc tout d'abord, il va y avoir donc une étape importante qui est la validation par les experts médicaux et les professionnels de santé. Donc ces applications nécessitent d'être testées dans différents centres, sur de grandes cohortes. Donc c'est pour cela que nous insistons vraiment pour développer des collaborations, que ce soit au niveau national et international, car il est très important que les applications puissent être testées à grande échelle pour vérifier leur applicabilité dans d'autres centres, vérifier leur sécurité d'utilisation et leur efficacité. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point aussi qui reste à franchir, c'est qu'il faut garder à l'esprit que les applications sont développées à partir des données médicales. Et donc, les données médicales sont très diverses et entre différents établissements, elles vont être stockées sous différents formats, dans différents registres. Et donc, il y a un réel effort d'uniformisation et de standardisation qui reste à réaliser pour que ces données puissent être collectées et analysées. Évidemment, lorsqu'on parle de données médicales, il y a tout l'aspect éthique et réglementaire qui va derrière pour assurer la sécurité des données. Et donc, il faut savoir que toute recherche médicale, dont la recherche pour les applications de l'intelligence artificielle en santé, sont soumises à une réglementation très stricte pour garantir justement le respect de l'éthique, la protection des données, le respect de la vie privée. Et on vous incite à faire ça, parce que chez nous, où on parle à la MIA ou à l'Institut Europe, et on parle de mettre l'humain, le respect de l'humain au centre de toute activité. Une dernière question. De la recherche à la pratique, vous pensez qu'on pourrait avoir des start-up, des spin-off qui vont apprendre ce qu'il est le contenu de votre recherche et après l'appliquer, le mettre en pratique? Alors, tout à fait. Il y a déjà en fait des startups qui sont en train de se développer dans le domaine, notamment donc dans le domaine de l'automatisation de l'imagerie, que ce soit dans le domaine du vasculaire, mais également appliqué à d'autres pathologies. Donc, c'est un secteur qui est vraiment très dynamique. Et nous favorisons justement, nous, le partage des connaissances dans le but donc d'évoluer rapidement techniquement. Mais effectivement, il y a déjà des choses qui se mettent en place, des startups. Et donc je pense que des applications réellement pratiques et concrètes vont pouvoir en découler pour la pratique médicale. Alors, juste pour rebondir, il y a juste une originalité en ce qui concerne notre groupe, c'est que on fait de l'imagerie médicale, on fait de la clinique tous les jours. Et aussi, grâce au docteur Raffort, qui est médecin biologiste, donc on a accès à tout ce qui est biologie et donc recherche scientifique, laboratoire de recherche classique de type INSERM, qui nous permettent d'être très actifs dans le domaine et de ne pas uniquement se concentrer sur le domaine de l'imagerie pure, par exemple. On est vraiment transdisciplinaire au sein de notre équipe et c'est ce qui nous permet d'avancer et d'être original sur un topic qui est vraiment en pleine expansion. Juste un instant, bonsoir. Non, vous avez traité du problème de l'anévrisme de l'aorte. Pour l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, c'est exactement le même schéma de fonctionnement? Alors oui, donc là effectivement, on a déjà démarré. Donc comme je disais, donc on a fait le versant anévrisme et nous avons déjà démarré le versant artérite des membres inférieurs, donc les artères de jambes qui se bouchent. Et le mois dernier, donc on a été parmi les pionniers à publier un article scientifique sur ce sujet et nous avons lancé des collaborations, notamment avec Eurecom, qui est juste à côté de la Maison de l'intelligence artificielle, pour le recrutement de chercheurs qui vont nous permettre l'analyse d'images, donc la segmentation d'images des patients artéritiques. Et là encore, nous le couplerons avec les données biologiques et médicales, car nous appartenons à 2 centres publics hospitaliers, ce qui fait notre force. Oui, parce qu'en particulier, il y a le problème des anévrismes
au niveau de l'artériopathie des membres inférieurs, les anévrismes poplités, etc. Voilà. Dont la prise en charge est difficile et quelquefois les médecins ne savent pas s'il faut opérer ou pas, etc. quoi. Alors effectivement, l'anévrisme poplité, c'est une pathologie qui est un petit peu plus rare. La plus fréquente, c'est l'anévrisme de l'aorte abdominale sous-rénale, hein, qui représente la plus grande proportion des anévrismes. Et donc c'est celle qui est majoritairement étudiée. L'artérite des membres inférieurs, ça touche 230 millions de personnes dans le monde, donc c'est vraiment un problème de santé publique. Et à côté de ça, effectivement, on a d'autres pathologies des vaisseaux, notamment les anévrismes poplités, qui, eux, en cas de complications, donc les anévrismes poplités, c'est la dilatation du vaisseau juste derrière le genou. Et lorsque ce vaisseau, donc lui, il ne se rompt pas, le problème est qu'il ne se rompt pas, mais qu'il envoie des caillots dans les artères en aval. Et lorsque l'on traite les patients qui ont cet anévrisme, ils ont déjà détruit toutes leurs artères en aval, et donc c'est greffé de taux d'amputation qui est très très élevé. Et effectivement, on s'intéresse souvent aux pathologies fréquentes qui représentent des problèmes de santé publique, mais ce qu'on fait sur la segmentation d'images au niveau de l'aorte et des jambes, eh bien, c'est applicable aussi pour cette pathologie. Donc c'est tout à fait l'objectif en fait de notre groupe de recherche au sein de l'Institut 3IA de l'Université Côte d'Azur. Donc nous avons commencé au départ notre recherche sur les anévrismes et maintenant nous étendons les applications sur d'autres pathologies, donc en particulier l'artérite des membres inférieurs. On s'intéresse également aux autres branches viscérales de l'aorte, notamment aussi on a fait des travaux sur l'ischémie mésentérique et ça peut être aussi transposable tout à fait pour les artères carotides également. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y en a une du public en ligne. Dans combien de temps l'intelligence artificielle pourrait changer les approches en biologie médicale et aider à mieux identifier les profils de patients à risque? Alors, donner une réponse quantitative en termes de temps, c'est extrêmement difficile à prédire, mais la recherche est extrêmement active dans le domaine. Et donc maintenant, avec les nouvelles techniques d'analyse, notamment le séquençage, les approches multi-omiques, la transcriptomique, la métabolomique, on a accès et on réalise des analyses sur un très très grand panel de molécules. Et l'intelligence artificielle offre justement de nouveaux outils, en plus des statistiques classiques, pour identifier des profils complexes, des associations complexes entre les données, donc qui vont permettre justement de mieux identifier des profils à risque. Donc oui, ça c'est pour la biologie, mais en ce qui concerne l'imagerie, donc les logiciels automatiques, donc complètement automatisés d'images, donc ils existent que depuis récemment, essentiellement sur ces 5 dernières années, et on voit qu'il y a eu une augmentation, comme on l'a vu, qui était vraiment exponentielle. Donc tout se joue maintenant. Il faut vraiment prendre le virage de l'intelligence artificielle en médecine, parce que ça devient vite très compétitif et très technique. Donc il faut ça va vraiment très très vite et il faut vraiment rester à la page.